J'espère que tout est clair. Maintenant, on va pouvoir commencer. Commencer avec une exclusivité. Et puis, on n'est pas peu fiers avec toute l'équipe de l'EFAP d'avoir pu réaliser cette interview hier du plus grand philosophe et sociologue encore vivant, Edgar Morin, plus de 102 ans. Alors l'équipe m'a dit, attends, il faut que tu contextualises cette interview. Ça ne peut pas comme ça sortir du chapeau. En fait, je voulais partager avec vous comment ce contact s'est déroulé et peut-être que ça peut vous servir pour des thèses. En décembre 2020, au cœur du Covid, on préparait le Visionary Day à distance pour nos étudiants. On était tous au fond du trou, un peu déprimés, et puis j'avais un long lien avec Edgar Morin. Et si ça va rester entre nous, ce ne sera pas dans le replay. Si vous permettez, je vais vous raconter ce lien très étrange. Quand j'avais 11 ans, auprès de mon père, mes parents étaient, je viens du livre, hein, je vous l'ai dit le jour de la rentrée, il y avait 2 grandes bibliothèques à la maison, la bibliothèque des auteurs décédés et la bibliothèque des auteurs contemporains. Quelques mois avant son décès, je demande à mon père, à 11 ans, dis-moi, dans la bibliothèque des vivants, s'il y avait 2 livres que je devrais lire plus tard, quels seraient-ils ? Et mon père de me répondre en me montrant un premier ouvrage de René Huyghe, Formes et forces, un historien de l'art incroyable qui a été le gardien, le conservateur du Louvre pendant l'occupation et qui est la personne qui a pris toutes les œuvres du Louvre et les a descendues dans le sud de manière clandestine pour sauvegarder notre patrimoine des nazis. Il me le montre et il me dit, lui, André Malraux lui a tout piqué. Je vous raconterai ma rencontre avec René Huyghe 17 ans plus tard. Et le deuxième ouvrage qu'il me montre, c'est un ouvrage d'Edgar Morin, La nature humaine, histoire d'un paradigme perdu, en me disant, lui, il a tout compris, il faudra le suivre. J'avais 11 ans, je découvre à 17 ans que ma mère avait également passé une très belle nuit blanche à Madrid en compagnie d'Edgar Morin dans les années 70 pour la création de son association des journalistes féministes, déjà. Et puis, à la lecture à 19-20 ans de différents ouvrages, je retombe sur Edgar Morin et depuis, je l'ai lu et il fait partie de mes maîtres à penser. Non pas pour être esclave de sa pensée, mais pour moi-même devenir plus libre et autonome et pouvoir éclairer le monde avec sa vision. En 2020, au cœur du Covid, je fête ses 100 ans et je me dis, ce serait magnifique qu'il puisse rencontrer mes étudiants et transmettre un message. Je n'avais aucun contact. Qui suis-je pour contacter Edgar Morin, prof d'un MBA dans le domaine du digital? Alors je lui ai écrit, avec l'histoire que je vous ai racontée, plus ma volonté de transmettre quelque chose avec lui. Il m'a répondu tout de suite, « Ok, je serai là ». Ensuite, 2 jours avant le Visionary Day, il a fait un infarctus. Là, je lui ai souhaité par mail un bon rétablissement. Au milieu même de l'hôpital, en mode SMS, avec un mot sur 2 écrit correctement, il prenait le temps de me répondre et de me dire « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai ». L'année dernière, il n'était pas disponible. Je le relance pour la rencontre cette année et il me dit « Mais non, le 25, j'ai un événement ». Heureusement, l'équipe en régie me dit « Mais pourquoi tu t'accroches au live, Vincent, si on faisait juste un interview quelques jours avant pour pouvoir le transmettre aux étudiants et ne pas avoir la pression du live ?» On avait rendez-vous la semaine dernière, à 17h. À -5, il m'envoie un email en disant « Mon épouse est souffrante, je ne peux pas, on verra bien ». Déçu, mais je pense à son épouse, à son bien-être, et je le relance encore par mail. Et jusqu'à hier midi, on n'avait aucune nouvelle, avant de recevoir un email à 12h30, rendez-vous 17h. On a donc réalisé l'entretien hier à 17h, mais pourquoi
commencer cette journée autour de la gêne IA avec un philosophe. Et quelle est sa philosophie? Permettez-moi, en quelques minutes, rapidement, et de manière... c'est un risque. Comment résumer en 2-3 minutes un tel auteur? D'abord, un auteur, il y a plus de 50 livres. Mais le pilier de son œuvre s'appelle La méthode. Vous avez là les 6 ouvrages de la méthode. On n'est pas obligé de les lire comme une suite. Hein. On peut prendre tout d'un coup la connaissance de la connaissance ou apprendre la vie dans la vie. Et comme ça, se balader sur les concepts forts d'Edgar Morin. Que nous dit-il? D'abord que le concept d'incertitude est la base du monde. On va en reparler avec lui. Que chaque phénomène est impermanent. Ma situation professionnelle, affective, et le Covid nous l'a montré, peut changer de seconde en seconde. Et que l'impermanence alliée à l'incertitude rend le monde complexe et qu'on ne peut pas décrire le monde avec une pensée simple. La complexité n'est pas la difficulté. C'est juste la compréhension qu'il va falloir travailler. Et travailler avec quoi? C'est un des fils rouges de toute son œuvre, la pluridisciplinarité. Je l'ai fait sans bugger. Allez voir les scientifiques, allez voir les artistes, allez voir les sociologues pour construire sa pensée et interpréter le monde. Enfin, sa conviction est qu'en dehors de la connaissance, de la philosophie, il y a au fond de la vie une créativité vivante qui nous relie à la nature, qui nous relie les uns les autres et qui nous relie au présent et à l'avenir. Voilà, résumé très rapidement la pensée d'Edgar Morin. On va maintenant basculer pour un bon quart d'heure en direct, pas en direct, sur notre entretien mené hier. Prenez un café, ouvrez grand vos oreilles, vos yeux, profitez-en. À tout à l'heure. Bonjour, cher Edgar, cher maître. C'est avec beaucoup de joie que je vous rencontre pour la première fois. Et au-delà de cette joie, c'est surtout la joie d'avoir quelques minutes avec vous pour transmettre à la jeunesse vos pensées et votre message. Première question. Il y a 3 ans, 4 ans, en pleine tempête du Covid, au même événement, le Visionary Day, nous partagions avec nos étudiants le titre d'un article que vous aviez réalisé dans les cahiers du CNRS. « Attends-toi à l'inattendu ». Vous écriviez « Nous essayons de nous entourer d'un maximum de certitudes, mais vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitudes sur lesquels on se ravitaille. » Et quelques mois plus tard, sur Twitter, qui existait encore, vous avez écrit un très court poème que je voulais à nouveau partager et que nous avions partagé avec nos étudiants. Ayez la forte attitude d'affronter les incertitudes, avec force et courage, sans imprécation ni rage. Espérons que le Covid, malgré ses tentacules, cessera d'être avide de nos chères cellules. Allez au-devant de la vie. Soyez-en inassouvis. Allez, soyez véloces, prenez le parti des Rosses. Alors Edgar, première question. S'attendre à l'inattendu aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? L'avenir est incertain. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant. Bien sûr, nous avons des probabilités, mais en ce moment, elles ne sont pas favorables. Mais parfois, dans l'histoire, l'improbable arrive et l'inattendu, ça serait un ou des événements qui changeraient le cours très mauvais qu'a pris l'histoire actuelle, qui va vers des catastrophes. Donc, attends-toi, et l'attendu est une formule quand même qui donne un peu d'espoir. Edgar, le manifeste de notre formation vous est emprunté. Nous rappelons souvent
comme vous nous l'aviez dit, que la transformation digitale n'est pas l'accumulation simplement de compétences technologiques, mais avant tout un état d'esprit, une remise en question, une transformation de soi. À nouveau, Edgar, quand on a 20-25 ans, que veut dire se transformer? Vous savez, l'exemple le plus éclatant de notre transformation est celle de la chenille qui se métamorphose à l'intérieur de son cocon et le fait éclater pour devenir un papillon. C'est impossible de prévoir que le papillon ailé, léger, va sortir de cette chose rampante. Or, c'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs de transformation que nous révèlent beaucoup de métamorphoses dans le monde animal, mais dans le monde humain, là aussi, c'est une possibilité de transformation. D'abord, transformation personnelle, je pense que on doit essayer d'être le plus lucide et le plus bienveillant possible à l'égard d'autrui, qu'il faut essayer de réfréner ses pulsions agressives, hostiles, d'essayer de comprendre autrui plutôt que de rejeter sa parole. Donc, personnellement, il y a un travail qui devrait être même de formation de l'école, mais qui n'est pas fait, qui doit être de transformation. Et maintenant, l'histoire nous montre les énormes transformations, comment l'Europe médiévale est devenue l'Europe moderne, comment une Europe féodale est devenue l'Europe des nations, comment s'est développée une civilisation scientifique et technique qui a transformé les sociétés entre la France de l'époque de Voltaire et la France d'aujourd'hui. Il y a un univers où la Révolution française, les événements du XIXe siècle, les guerres mondiales du XXe siècle, enfin, tout a joué pour transformer. Donc, je dirais que la transformation est une potentialité qui se trouve dans chaque personne et chaque société, mais qui nécessite, pour se manifester, de la lucidité et de la volonté. La thématique de ce Visionary Day, cher Edgar, est l'intelligence artificielle. Face à cette révolution, à nouveau, quand on a 20-25 ans, que fait-on? L'éthique est-elle une réponse? Mais vous savez, le premier problème, c'est que la science s'est fondée sur l'idée d'une pure objectivité sans aucune considération éthique. Ce qui, à ses débuts, était important parce qu'elle était libre par rapport à la religion qui était si importante au XVIIe siècle. Donc, la science. Bon. Or, aujourd'hui, science et technique continuent non seulement de ne pas avoir en elles-mêmes une potentialité éthique, mais contribuent aux choses les plus néfastes. Par exemple, c'est l'organisation scientifique rationnelle qui a permis les camps d'extermination d'Auschwitz. C'est l'organisation technique rationnelle qui, pendant longtemps et encore aujourd'hui, permet d'exploiter les travailleurs spécialisés sur machines. Donc, science et technique sont ambivalentes. Elles peuvent servir à tout
au mieux, au pire. Alors, l'intelligence artificielle, c'est le dernier état du développement scientifico-technique. Ce sont des possibilités considérables qui peuvent être domestiquées par nous pour réaliser nos fins éthiques, nos fins politiques, et qui peuvent être aussi nous asservir, parce que souvent, les machines que nous créons nous asservent pour asservir la nature, les énergies matérielles, nous asservissent nous. Donc, le grand problème, c'est la domestication de l'intelligence artificielle qui, elle, nécessite une intelligence encore plus complexe que celle de l'intelligence artificielle pour la comprendre et la transformer. Edgar, un ami philosophe dont nous partageons les lectures, a écrit récemment L'espoir, ça se décide. Quand on a 20 ans, comment garder ou décider l'espoir? Vous savez, je pense que l'espoir est une chose qui est chevillée à nos personnes. Bien entendu, dans la conjoncture actuelle, et quand on est jeune, on peut être extrêmement inquiet. Écoutez, moi j'ai vécu une génération, j'avais 20 ans, il y avait l'occupation, et quelques autres jeunes comme moi, parce que la résistance a été faite par des jeunes, nos aînés avaient 28, 30 ans, nous on avait 20, 22 ans. Donc, si vous voulez, on s'est lancé dans cette aventure et avec quand même, au début, un espoir, mais aucune certitude de la libération, mais l'espoir a grandi. Mais je pense que il n'est pas nécessaire d'être sûr de la réussite pour continuer à agir. Et donc, moi, je me reporte encore mon expérience. Quand j'étais résistant, je courais des risques, arrestation, torture, mise à mort, mais je me sentais bien dans ma peau. J'étais content. Pourquoi? Parce que je faisais ce qui me semblait bon, ce qui me semblait bien. Et moi, je dis aux jeunes, aujourd'hui, prenez parti pour les choses qui sont bonnes, prenez parti pour la solidarité, prenez parti pour la fraternité, prenez parti contre tous ceux qui méprisent, prenez parti pour défendre les opprimés, prenez parti pour, et ce que beaucoup déjà, certains d'entre vous font, prenez parti pour la planète, puisque un certain nombre de jeunes est conscient que la planète est menacée dans sa vie et dans nos civilisations, et ils prennent ce parti. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un problème global qui est le salut de l'humanité. Que va devenir l'humanité? Va-t-elle sombrer dans des catastrophes d'où elle renaîtra que très difficilement? Ou au contraire, pourra-t-elle éviter la catastrophe? Pourrait-nous améliorer la planète? Ça, c'est une cause formidable. Et je pense que si on se donne à cette cause, on aura, même si on n'a pas un espoir fort, mais on aura une conviction, la conviction de faire du bien, et nous sentirons, comme moi-même je me le sentais, tonifiés par ce que nous faisons. Dès qu'on fait quelque chose qui va dans un sens positif, on se sent bien dans sa peau. Et donc, une des réponses, c'est d'éviter
la simple constatation de ce qui ne va pas, de voir, évidemment, de se laisser envahir par l'inquiétude, voire le désespoir. Donc, je pense qu'il y a une façon de réagir, c'est celle que j'ai indiquée. Une dernière question, Edgar. Dans Le Monde de cette semaine, vous avez publié une tribune dans laquelle vous évoquez les communautés résistantes. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Vous savez, moi je pense que ce qui nous soutient dans la vie, en tant qu'être humain, nous avons deux caractères fondamentaux. L'un, c'est d'être égocentrique, c'est-à-dire de penser à son propre intérêt. Et l'égocentrique est quand même vital parce que ça nous pousse à nous nourrir, à nous défendre, à nous protéger, à nous développer. Mais l'autre aspect, c'est l'aspect altruiste, c'est l'autre, l'amitié, l'amour pour l'autre, la communauté. Et ça, les enfants, tout petits, les bébés le sentent, ils sourient à autrui, ils ont besoin du sourire de la mère, ils ont besoin d'être câlonnés. Et même quand nous sommes adultes, nous avons besoin de fraternité, d'amitié. Donc, je pense que dans cette conjoncture actuelle, il y a donc ce sens et les communautés résistantes. Ça peut être la famille, ça peut être une communauté d'amis, ça peut être une communauté de gens qui sont regroupés autour d'une ferme écologique, agroécologique. Ça peut être des gens d'un club sportif qui participent au destin de leur équipe. Mais, disons, l'aspect communautaire et l'aspect individuel doivent être toujours liés. Sinon, c'est l'individualisme égoïste, ou sinon, on se noie dans la foule et la collectivité, on perd sa personnalité. Donc, je dis qu'aujourd'hui, où il y a un peu trop d'égocentrisme et d'égoïsme, la communauté est quelque chose de sain. Edgar, après 3 ans de grandes difficultés pour se rencontrer, et j'ai toute la régie témoin avec moi, parce que chaque année on espérait ce moment-là, on n'a qu'un seul message à vous transmettre, c'est un grand merci, et surtout, vivez encore longtemps. Nous avons besoin de vous, besoin de votre pensée, et en tout cas, je serai toujours derrière vos ouvrages, derrière votre pensée, pour la relayer et pour la faire mienne. C'est en tout cas mon engagement. Et un grand merci encore. Prenez soin de vous et de votre épouse au soleil. À très bientôt. Elle va mieux, oui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Quel moment! Gros silence sur le plateau. C'est le réveil. Hop là, les étudiants. Boum, 9h30, Edgar Morin. Vous aurez le replay et je pense que même le texte écrit, il y a beaucoup de choses. Madame SVP vous a poussé d'ailleurs dans le Zoom la tribune du Monde. Je crois on va se connecter à Madame SVP. Madame SVP, es-tu là? Absolument, Vincent, toujours fidèle au poste. Alors effectivement, le discours d'Edgar Morin a touché nos participants et on a quelques messages qui sont apparus dans le chat et je propose que l'on lise, qu'on écoute le message d'Aline. Eh ben, on va appeler Aline. C'est une de nos invitées dans la room étudiante. Bonjour. Bonjour Aline. De quelle promotion es-tu? Que fais-tu? Promotion L, je suis directrice générale de la Fédération française de cardiologie. Et tu as réagi, que nous as-tu partagé comme réaction?
Mais je trouve le message particulièrement poignant. Un homme qui a traversé un siècle, qui a pu voir le meilleur et le pire dont l'homme est capable, et de garder ce message d'espoir et l'importance de participer à la vie démocratique, et notamment dans les pays où on le peut, et en espérant qu'un jour tous les pays le pourront, et garder l'espoir, la solidarité entre nous. Moi, je trouve ça très bien. Merci beaucoup, Aline. Merci à toi pour ta réaction. Et allez hop, tu seras inclus dans les gagnants de l'ouvrage. Le dernier d'Edgar Morin, c'est Encore un moment. Encore un moment avec lui.